Salut! Que celle ou celui qui n'a jamais fait un test de QI sur internet l'écrive dans les commentaires. On a tous fait ça, nous nous sommes tous déjà, presque tous, intéressés à notre QI. Pour se comparer aux autres, principalement, on va pas se mentir. Mais qu'est-ce que réellement le QI? Est-ce que c'est fiable d'ailleurs? Est-ce qu'il existe des super QI de plus de 200? Est-ce qu'on peut booster son QI d'ailleurs? Est-ce qu'on peut booster son QI d'abord? Eh bien oui, et tu sais quoi? Il y a même des bébés de 2 ans qui ont déjà des QI de plus de 150. Ah! De 2 ans? De 2 ans. D'accord. Voilà. Et tu sais ce que ça m'inspire? Non. Un Loïc générique, ça, monsieur. Il n'existe pas de date précise sur le moment où l'être humain a voulu commencer à mesurer son intelligence, mais au 19e siècle, le neurologue allemand Franz Joseph Gall, rien à voir avec Franz Gall, c'est drôle quand même, Franz Gall il s'appelait. Ouais. Non? Franz Joseph Gall travaille sur la cranioscopie qu'on appellera plus tard la phrénologie. D'après lui, le crâne est divisé en 26 zones qui déterminent notre intelligence suivant leur forme. Par exemple, si vous avez une proéminence à un endroit, c'est-à-dire une bosse quoi, ça veut dire que vous avez la prédisposition qui est associée à cette zone. Comme la bosse des maths. La bosse des maths, eh bien ça vient de là, effectivement. Ouais. Il y aurait aussi la bosse de l'amour conjugal, celle de l'appétit et même celle du meurtre. Genre si on voyait quelqu'un avec une bosse à cet endroit-là, on se disait c'est un meurtrier, faut l'enfermer. Pour Franz Joseph Gall, l'intelligence est située dans 8 de ces 26 zones. En 1905, le psychologue français Alfred Binet et le psychiatre Théodore Simon laissent de côté la phrénologie. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout une science, c'est une pseudo-science qui ne repose sur rien de concret et de scientifique. Ils font donc leurs propres recherches et publient la première version de l'échelle du développement intellectuel. Ils appellent ça le test Binet-Simon, très pratique parce que c'est leur nom, et le résultat indique l'âge mental du candidat. 7 ans plus tard, William Stern, un psychologue allemand, reprend les travaux de Binet et cherche des cabinets. C'est bien, non? Ouais, c'est pas mal. Merci. Ouais, bien. Il reprend les travaux de Binet et en sort le concept de quotient intellectuel qu'on appellera plus tard le QI. C'est très simple, vous prenez votre résultat au test Binet-Simon, vous le divisez par votre âge réel, vous le multipliez par 100 et tadam, vous avez votre QI. C'est d'ailleurs le fait qu'il faille diviser qui fait qu'on parle de quotient intellectuel. Enfin, en 1939, David Wechsler crée le QI standardisé. La référence n'est plus alors l'âge de la personne, mais le résultat obtenu par rapport à la population générale. Et son travail donnera naissance aux examens de QI qu'on utilise encore aujourd'hui. Alors, la question qu'on se pose, c'est qui a le plus gros cerveau, le plus gros QI? La personne vivante la plus intelligente sur la planète serait à ce jour Terence Tao, un Australien d'origine chinoise de 45 ans dont le quotient intellectuel est évalué à 230, sa mère quand même. Quand on sait qu'à partir de 130, on est considéré comme un surdoué, là le gars c'est un cerveau avec 2 petites jambes, comme ça, qui se promènent. Quand il avait 2 ans, ses parents l'ont vu en train d'apprendre à compter à un enfant de 5 ans. À 9 ans, il avait le niveau en maths pour entrer à l'université, chill. À 15 ans, il avait déjà écrit un livre sur ses méthodes à lui, qu'il utilisait aux Olympiades internationales de mathématiques, pour lesquelles d'ailleurs il a reçu une médaille d'or à 13 ans. Et à 20 ans, il soutient une thèse de mathématiques, et à 24 ans, Terence est enfin nommé professeur à l'université de Californie de Los Angeles, ce qui en fait le plus jeune professeur de l'histoire de cette école. Vous imaginez si on avait pu calculer son QI alors qu'il était encore bébé? Eh bien ça, c'est ce qui est pratiqué depuis quelques dizaines d'années maintenant. Le club Mensa est une association britannique pour laquelle le droit d'entrée, c'est d'obtenir 140 ou plus à leur test de QI. L'association compte 110 000 membres à travers le monde et notamment des bébés. Oui, des bébés. Des petits bébés. Adam Kirby, 2 ans, 5 mois, 141 de QI, il est rentré en 2013 dans le club. Alors, il savait épeler les mots, il connaissait l'étape de multiplication, le nom de toutes les planètes, il apprenait le français, comprenait le japonais et l'espagnol, et il avait déjà lu du Shakespeare, entre 2 biberons. Anthony Popa Uria, 2 ans, 9 mois, il est rentré en 2019 avec un petit QI de 154. Alors, il avait encore des vêtements de bébé, mais il savait déjà réciter l'alphabet, il comptait jusqu'à 1000 quand il avait le temps, et il avait d'ailleurs la patience pour compter jusqu'à 1000, mais le record est détenu par Elise Tan Roberts. À 5 mois, elle prononçait ses premiers mots, à 8 mois, elle faisait ses premiers pas, à 16 mois, elle comptait jusqu'à 10, et à son entrée dans la sauce en 2009, à l'âge de 2 ans et 4 mois, elle savait donner et placer 35 capitales de pays, elle comptait en espagnol, elle savait faire la différence entre un triangle isocèle et un triangle équilatéral, elle avait clairement pas le time. Est-ce que le fait que des bébés possèdent aujourd'hui un QI incroyable voudrait dire qu'on est tous plus intelligents qu'avant, ou en tout cas plus tôt, et donc que l'ensemble de la population est plus intelligente qu'avant? Eh ben non. En fait, c'est tout l'inverse. Les dernières études montrent que ça fait 15 ans qu'on est de plus en plus bête. Con. Ouais, c'est ce que je voulais dire, ouais. En tout cas, selon ces études. En 1987, James Flynn, spécialiste néo-zélandais des recherches sur l'intelligence, observait une augmentation des QI moyens des populations au XXe siècle. Plutôt bon signe. Ce même chercheur est l'un des premiers à avoir tiré la sonnette d'alarme quand il vit
à l'inverse le renversement de cette tendance, c'est-à-dire la petite chute qui commençait. Et d'après une étude réalisée en 2013, depuis 1995, le QI moyen de la population a tendance à se casser la gueule, elle régresse. Les Britanniques par exemple ont perdu 14 points de QI, c'est énorme par rapport à la fin du 19e siècle. Plus étonnant encore, contrairement à ce qu'on pourrait croire, à l'époque des jeux vidéo et autres stimulateurs de neurones, les temps de réaction ont augmenté. Et les Français sont pas mieux du tout, on aurait perdu 3,8 points de QI entre 1999 et 2009, soit en seulement 10 ans. D'après certaines personnes, la consommation de drogue serait l'un des facteurs de cette chute. Pour d'autres, les coupables, ce seraient les perturbateurs endocriniens. Pour d'autres encore, le problème, ça c'est intéressant, serait lié au fait que la sélection naturelle n'a pas lieu chez les êtres humains, qui gardent donc les gènes des personnes un peu pas intelligentes. En fait, on se reproduit tous entre nous, mais il n'y a plus la sélection naturelle, tu sais, où c'est ceux qui s'en sortent le mieux qui se reproduisent. Nous, tout le monde, il a le droit. Ouais. Tout le monde. Après, c'est bien. Ouais, mais du coup, on est les seuls animaux à pas avoir de sélection naturelle. Se pose aussi la question de la fiabilité de ce qu'on appelle le QI, mais ça, on y reviendra plus tard. Du coup, est-il possible de booster son QI pour remonter notre moyenne nationale? En 1993, une étude essayait de démontrer qu'écouter du Mozart permettait d'augmenter son score de 8 à 9 points. Les résultats sont ouf, mais ils n'ont jamais été reproduits par la suite, donc on a de quoi en douter. Aujourd'hui, il existe des applis d'entraînement cérébral, mais il y a une étude de 2010 qui a été faite quand même sur plus de 11 000 personnes qui confirme que ces applications ne permettent pas en réalité d'améliorer son intelligence générale. Et si le secret, c'était tout simplement dans l'éducation. D'après l'analyse de plusieurs études, chaque année d'éducation supplémentaire qu'on reçoit permettrait de gagner 1 à 5 points de quotient intellectuel. C'est quand même beaucoup. Et le métier qu'on exerce a peut-être aussi un rôle à jouer, car en 2014, une étude montrait que les personnes qui exercent un métier avec des tâches complexes obtiennent de meilleurs résultats au test de QI. Mais si des bébés peuvent obtenir des résultats supérieurs à 140, est-ce que c'est pas un signe que notre QI peut être inné? Des chercheurs de l'Université libre d'Amsterdam ont identifié 40 nouveaux gènes liés à l'intelligence qui jouent notamment un rôle dans le développement cérébral. Bref, si vous voulez être plus intelligent, la manière la plus simple d'atteindre son objectif reste encore de se cultiver et de rester curieuse. J'ai dit curieuse. Bah ça alors. Non, je voulais dire curieux, de rester curieux. Mais tu me diras, c'est un lapsus qui tombe bien pour vous dire que mon prochain magazine Curious comporte un dossier qui sera consacré au QI dans un numéro qui vous réserve évidemment plein d'autres surprises. Je vous en reparle en fin de vidéo. Mais finalement, est-ce qu'il faut vraiment se fier à ces tests? Certains psychologues pointent du doigt que l'erreur qui est faite par beaucoup de parents, par exemple avec le QI de leurs enfants, c'est de prendre le résultat sans les explications du professionnel qui vont avec. Et cette non-considération est notamment due à la banalisation du test du QI. Pour les professionnels du secteur, il s'agit d'un outil et pas d'un diagnostic final. Un seul chiffre ne peut pas être la réponse unique aux difficultés que pourrait rencontrer un enfant à un instant T. Et puis au final, le QI, ça donne un résultat que sur un seul faisceau de l'intelligence. Ça ne parle pas de l'intelligence sociale, émotionnelle, de la créativité, de plein de choses. Il n'existe pas qu'un seul test de QI et ils ne donneront en plus pas tous le même résultat. Donc le QI, c'est juste un point de départ pour un psychologue, par exemple, qui travaille sur un individu et pas sur un chiffre. Et après, il va confronter ça à d'autres informations qui vont être fournies par un examen psychologique plus poussé, on va dire. Et comme le dit le spécialiste en sciences cognitives et directeur de recherche au CNRS, Franck Ramu, les scores de QI sont calculés par rapport à une population de référence qui donne une norme statistique de l'intelligence pour une tranche d'âge donnée dans un pays donné à une période donnée. On sait aujourd'hui que l'intelligence, elle est multidimensionnelle et donc que d'autres qualités mériteraient vraiment d'être reconnues, comme je vous en parlais, la créativité, l'intelligence sociale, etc., etc. Si vous êtes abonné à mon magazine Curious, vous le verrez dans le numéro du mois prochain, un dossier très complet sur le QI et comme toujours 52 pages fun et curieuses dans tous les domaines. Et si vous connaissez pas, vous êtes libre de faire un tour sur le site via le lien dans la description pour lire des articles gratuitement, voir aussi ce que contenaient les anciens numéros que vous pouvez enfin commander à la demande depuis un an. C'est bon, on sort même un livre collector sur les 6 premiers numéros, vous verrez tout ça, le lien est dans la description. Petite précision néanmoins, l'abonnement est d'un an pour 10 numéros, livré gratuitement dans le monde entier. Voilà, on ne pouvait pas faire plus simple. Moi, je m'appelle toujours Fabien Licard. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche, de mettre un like sur cette vidéo si elle vous a plu, évidemment. Et ici, je vous mets ma deuxième chaîne, la deuxième chaîne secondaire, quoi. Ici, une vidéo sur les 6 expériences stylées faites sur le cerveau. Et ici, une vidéo sur 6 mystères non résolus à ce jour. J'espère que le prochain numéro de Curious vous plaira autant que les précédents. Prenez très soin de vous. À très bientôt. Ciao. Je vous fais. Ah, moi aussi.